Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire donc qui porte le titre, comme vous le savez, puisque vous êtes là, 75 ans de recherche sur l'immigration au Canada, une exploration bibliométrique. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Surtout que, je le signale, le jour où nous enregistrons ce webinaire, il y a une tempête de verglas ou une annonce, parce que je n'ai pas encore vu beaucoup de verglas, mais une annonce. Et puis, on était très inquiets d'avoir ou de ne pas avoir d'électricité, mais on est très heureux de vous voir avec nous aujourd'hui. Puis sinon, ceux qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui, qui n'auront pas la tempête de verglas, nous verrons plus tard sur YouTube ou d'autres chaînes. Je m'appelle Catherine Hardet, je suis directrice de l'ERICA. Donc, l'ERICA, c'est une équipe de recherche financée par le FRQ qui organise cet événement. L'ERICA, ça vaut pour Équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs. En fait, donc, c'est une équipe qui va regrouper des chercheurs de plusieurs universités québécoises, mais surtout de plusieurs disciplines. Nous avons des membres en criminologie, en sciences politiques, en sociologie, en géographie, en démographie, comme on va le voir, aussi en santé publique. Et notre but, c'est vraiment de faire émerger des connaissances sur l'immigration, que ce soit au Québec ou ailleurs en comparaison grâce à cette approche. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu parler de l'équipe, mais on va quand même remettre dans le chat l'adresse vers notre site Internet si vous voulez en savoir plus sur cette équipe de recherche. Je commence juste par quelques petites notes techniques. Donc, il faut savoir que c'est un webinaire. Donc, votre confidentialité, elle est protégée parce qu'on voit seulement les vidéos et l'audio des panélistes, mais vous avez quand même la possibilité de poser des questions. Puis pour poser des questions, il faut utiliser le petit bouton, la petite boîte qui doit être en bas, qui doit s'appeler questions-réponses, Q&A en anglais, QR en français, je suppose. En tout cas, cette petite boîte magique vous permet de poser des questions à nos panélistes que je vais présenter. Et comme je l'ai dit, le webinaire est enregistré. Soit vous êtes avec nous aujourd'hui, soit vous nous regardez ultérieurement. Dans tous les cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, il y a aussi, on a l'assistance, et je le remercie d'être là, de Monsef, des TI de l'UDM. Si jamais vous avez un problème technique, n'hésitez pas à lui écrire un message. Et nous avons aussi l'aide de Maëlle Rouillet, qui est la cordo de l'ERICA en tant que telle. Donc, je me lance dans le vif du sujet, puis je vais surtout commencer par présenter les personnes, les chercheurs qui sont avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, Anna Canedo, qui est professeure adjointe au département de démographie et des sciences de la population de l'Université de Montréal. Et ça, c'est une nouvelle en primeur, nouvelle membre de l'ERICA. Donc, elle nous rejoint dans cette équipe de recherche et ses travaux portent sur la migration internationale, les inégalités, l'accès à l'éducation aussi. Elle utilise en fait des méthodes quantitatives avancées et elle étudie aussi des facteurs comme la race, l'origine ethnique, le genre, le statut migratoire. À nouveau, n'hésitez pas à aller voir son profil pour en savoir plus sur elle. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yacine Boujija, qui lui est professeur adjoint au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de la recherche scientifique, donc connu sous le nom de l'INRS. Et encore un scoop pour vous, c'est également un chercheur qui rejoint l'équipe de l'ERICA. Donc, on est très heureux d'accueillir deux démographes maintenant dans cette équipe de recherche. Yacine, ses travaux, ils vont porter en fait sur la migration interne à travers différentes techniques, mais notamment l'analyse des réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi il faut que je le dise correctement, la démographie computationnelle. Bon, tout ça, en utilisant, donc je le disais, les réseaux interpersonnels et aussi les dynamiques migratoires de fécondité. Et il y a tout un agenda de recherche maintenant sur le Québec et le Canada. Et donc aujourd'hui, ils sont invités pour nous présenter une de leurs nouvelles recherches, mais qui est un projet qui va prendre de l'ampleur. Peut-être qu'ils nous en parleront. Mais donc, ce projet, cette présentation a déjà été faite, puis dans le cadre du RQ3I, qui est donc un réseau de recherche duquel l'équipe de recherche est partenaire. Bref, tout ça pour dire que cette magnifique présentation a déjà été faite, mais c'est vraiment une présentation qui va montrer comment, en mobilisant des avancées récentes, et notamment, vous le verrez, les grands modèles de langage, Anna et Yacine vont pouvoir explorer de manière bibliométrique les recherches sur la migration au Canada et au Québec, d'où le titre. 75 ans de publication, autant de revues canadiennes qu'internationales. Et donc, c'est pour ça qu'on les invite aujourd'hui parce que ça nous donne un extrêmement bon panorama, mais aussi une certaine réflexion sur l'évolution de ce champ, sur ce qu'on étudie, mais ce qu'on n'étudie pas aussi. Puis je pense que c'est particulièrement pertinent, vous le verrez, pour les étudiants, pour les chercheurs. Puis aussi, ça nous force, je pense, vous le verrez, à penser aussi un peu à nous, quand on étudie quelque chose ou quand on lit des recherches sur l'immigration, où on se positionne, qu'est-ce qui est étudié et autres.
Donc, le webinaire, c'est d'abord leur présentation, environ 35 minutes. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas déjà pendant la présentation à écrire certaines questions et autres parce que la deuxième partie du webinaire sera consacrée à un dialogue ou un échange entre Anna et Yacine et les questions que vous pouvez poser dans la boîte de discussion. Donc voilà, j'ai assez parlé. Il est temps maintenant de laisser la parole à Yacine et à Anna. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis et on a bien hâte de voir tout ce projet de recherche. Merci Catherine, donc je me lance, je présume. Alors permettez-moi de partager mon écran. Voilà. Je vais aussi activer mon petit pointeur qui est pratique. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit, ce magnifique Tout est petit point bon. rouge. Excellent. Tout est beau. Voilà, super. Donc merci Catherine et bonjour à toutes les personnes présentes. Effectivement, avec Anna aujourd'hui, on va présenter quelques résultats donc d'un projet qui a d'abord démarré un peu comme un side project pour nous, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, je pense, dans nos agendas de chercheurs. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais expliquer dans un instant. Et donc, notre projet consiste vraiment à faire une grosse analyse bibliométrique de l'ensemble de la recherche en migration. Puis, ici, on va vous présenter un volet de cette recherche où on s'attaque vraiment sur le Canada. Et donc, par analyse bibliométrique, on entend vraiment, on va le réexpliquer là, mais on entend vraiment l'analyse quantitative de la production scientifique en analysant ces métadonnées. Et donc la raison pour laquelle en fait, on s'intéresse de plus en plus à cette question avec Anna, c'est que, bon, tout d'abord, je pense qu'on est on est dans un moment où l'étude des migrations, les migration studies en tant que champ, traverse quand même une sorte de crise épistémologique où on se pose de plus en plus de questions en tant que chercheur sur notre rôle, sur ce qu'on produit et à quoi sert ce qu'on produit et comment finalement on réfléchit les migrations. Euh, Puis à côté de ça, on constate aussi vraiment une explosion de la production académique. Ça s'applique vraiment à l'ensemble de la recherche, mais c'est quelque chose d'assez marqué aussi en études des migrations. Et donc, cette explosion de la production scientifique nous pousse à avoir de plus en plus besoin d'outils qui nous permettent vraiment de rapidement naviguer cette science, synthétiser l'information, puis essayer de se repérer dans tout ce qui est produit. Et donc, pour rapidement illustrer cette idée de surproduction scientifique, on vous propose la petite illustration ici, où vous pouvez imaginer ce carré noir qui représente l'ensemble de la production scientifique, toutes disciplines confondues, publiées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si je m'amuse à lire 3 documents par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an sans prendre de vacances, et ça, lorsque je dis 3 documents, ça peut inclure des articles scientifiques, mais aussi des livres ou des thèses ou autres. Donc, si je fais ça pendant les 30 prochaines années, j'aurai lu le petit carré jaune ici dans cette énorme marée noire. Et là, vous me direz peut-être, bon, Yacine, tu es chercheur en immigration, tu n'as pas besoin de lire l'ensemble de la science. Eh ben, si on va identifier les migration studies, si je peux dire, dans cette marée, ben, ça serait quand même le carré blanc ici que l'on n'arriverait clairement pas à lire en entièreté en 30 ans. Puis là, ça c'est sans considérer que la recherche va continuer de croître pendant les 30 années où je serai en train de m'amuser à tout lire, tout ce qui me tombe sous la main. Et si la recherche en fait continue de croître au rythme des 30 dernières années, bah, au bout de 30 ans, les ratios ressembleraient plutôt à ça. Donc c'est assez intimidant. Voilà, donc ça c'est disons, c'est une estimation très grossière, mais je vais laisser Anna prendre la parole et présenter la même idée, disons, mais avec des données un peu plus concrètes. Oui, donc on va vous montrer un autre exemple un peu plus Oups, empirique. Est-ce qu'on peut ah, changer? bon, non. Non? Est-ce que tu vois? Ouais. Parfait. OK. Maintenant, est-ce que vous voyez cette nuage de points gris? Cette nuage de points gris représente toute la recherche qui porte sur la migration dans les dernières 75 ans. D'accord? Donc, imaginez-vous que vous allez être vraiment stratégique, que vous disiez, OK, c'est impossible de lire le tout, mais je vais commencer avec toutes les revues systématiques, toutes les revues de la littérature qu'il y a qui portent sur la migration. Et donc, ces points rouges que vous voyez, ce sont toutes ces revues que vous devez lire. Et à la fois, ces revues vont citer tous ces autres points bleus qu'on va vous montrer dans la carte. Et donc, en analysant, en lisant toutes ces revues systématiques, toutes ces revues de la littérature, vous arrivez à un peu arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette littérature.
Mais maintenant, on va faire un petit exercice. On va enlever ces points de couleur de la carte. Et comme vous pouvez remarquer, il y en a encore un grand nuage de points gris qui ne sont pas du tout couverts avec ces études. Et donc, cela exemplifie vraiment comme ça serait difficile à comprendre, à évaluer tout ce qu'il y a produit juste dans l'ensemble de la littérature ce qui porte sur la migration au Canada dans les dernières 75 ans. Et donc, c'est pour ça que les analyses bibliométriques prennent forme et prennent importance et popularité. Et donc, on va commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est l'analyse bibliométrique. Ici, on va utiliser la définition de Merigo et Young en 2017, où on dit que l'analyse bibliométrique est vraiment une étude quantitative du matériel bibliométrique, bibliographique qui permet de dégager une image de l'ensemble d'un domaine scientifique à travers de ses publications, ses auteurs et les thématiques de ses publications. Et donc, ce qui est important ici, c'est que vraiment les analyses bibliométriques s'appuient sur des données quantitatives issues des bases de données scientifiques et que ça contribue vraiment à identifier des lacunes, à générer de nouvelles questions de recherche et à mieux comprendre l'ensemble et les dynamiques disciplinaires, l'ensemble de la recherche et les dynamiques disciplinaires. Donc, pour vous montrer un peu la popularité de ces méthodes et comment est-ce qu'ils sont devenus importants dans toutes les recherches scientifiques, voici une graphique produite par Savastano et al. En 2024 qui montre vraiment l'explosion de toutes les publications bibliométriques dans les sciences. Et on n'a pas eu le temps pour vous mettre à jour cette graphique, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vitement regardé et juste en 2025, il y avait plus de 20 000 publications bibliométriques. Donc, cela parle d'une explosion de fois 10 fois. Et donc, ça démontre vraiment comme les outils bibliométriques ont gagné beaucoup de popularité dans les sciences. Après, si on prend par exemple l'ensemble, la totalité de toutes les approches de revue, il va y avoir naturellement certains biais. Et ces biais sont souvent à cause de la façon comme on cible les articles, la recherche. Donc, tout d'abord, on peut penser à des biais linguistiques. Donc, naturellement, quand on veut faire une revue de la littérature, on a tendance à chercher dans les langues que nous comprenons. Après, il y a naturellement aussi des biais qui sont liés au moteur de recherche. Donc, par exemple, si on fait une recherche dans une localisation géographique, par exemple, Google Scholar tient à nous montrer des articles qui portent sur cette région géographique. Il y a des autres algorithmes qui vont favoriser certaines revues, certaines années spécifiques. En plus, il y a aussi ce qu'on connaît bien, que c'est la popularité académique. Donc, tous les articles tiennent à citer ces grands auteurs théoriques qui ont vraiment fait des contributions à la science. Mais on a parfois des très bons articles, de très bons auteurs qui ne sont pas tellement cités parce qu'ils sont moins connus ou publiés dans des revues moins connues aussi. Et finalement, on fait tous des jugements subjectifs. On tient à avoir une préférence, par exemple, pour les personnes qui appartiennent à notre propre réseau, pour les personnes que nous avons étudiées, pour les études, les articles qu'on connaît très bien. Et donc, on se demande si l'analyse bibliométrique, avec les nouveaux outils, avec la technologie, lorsqu'elle est bien conduite, s'il va nous permettre à contourner ces biais. Et donc, ça, c'est une question qu'on va explorer au long de cette présentation. Et on va essayer de conclure avec une petite analyse de comment on adresse ces billets. Donc, la plupart de ces billets sont causés parce que naturellement, pour cibler les articles, pour les repérer, on utilise beaucoup aussi les mots-clés et on l'utilise pas seulement pour les repérer, mais aussi pour les classer. Et donc, la plupart de ces billets viennent donc de l'approche de utiliser le mot-clé. Et donc, on va vous exemplifier ça. Imaginez-vous que nous nous intéressons à étudier les migrations. Mais on s'intéresse particulièrement aux migrations humaines. Et cependant, il y a plusieurs types de migrations. Donc, si on cherche seulement le mot-clé migration, naturellement, on va trouver qu'il y a des migrations de données, il va y avoir des migrations de populations animales, migrations cellulaires, etc. Mais nous, on veut migration humaine.
Et pas seulement ça, on peut aller plus loin, on peut s'intéresser par exemple à la migration interne, à la migration forcée, à la migration temporaire. Et donc, l'enjeu vraiment, c'est comment on va pouvoir faire pour être exhaustif. Par exemple, il y a des articles qui portent seulement sur les diasporas, l'exil, qui n'utilisent pas le terme migration, mais le terme mouvement. Cependant, ces articles nous intéressent, on veut les inclure dans notre analyse. Et donc, comment faire pour inclure ces analyses si on prend seulement le terme migration, le mot-clé migration? Aussi, comment on le fait pour le faire sans amalgame? Par exemple, c'est pas la même chose d'étudier la mobilité résidentielle que la migration interne, mais si on utilise seulement le mot-clé, ça peut qu'on va confondre les deux. C'est pareil pour ethnicité et immigration. Par exemple, aux États-Unis, tout ce qui est Black Studies, etc., ne rentre pas vraiment dans le champ d'immigration, rentre plutôt dans le champ d'ethnicité. Et donc, c'est difficile de distinguer les deux. Et donc, ici, Yacine va vous montrer un petit peu comment on utilise les avancements technologiques et tout ça pour vraiment circonver ça, contourner ça, pardon. Merci Anna. Donc ouais, juste rapidement pour restituer un peu ce qu'on fait, ce qu'on veut faire surtout à plus long terme. Mais donc l'idée de ce projet, c'est vraiment d'essayer de constituer une base de données bibliométrique, interdisciplinaire, massive et internationale sur l'ensemble de la recherche en migration au Canada et ailleurs. Là, vraiment, on est à un niveau très global. Et donc l'idée, c'est non seulement de repérer la littérature, mais aussi de contextualiser les travaux selon la géographie. Donc autant les lieux de production que les contextes étudiés, que les groupes d'origine et les lieux de destination étudiés. L'idée, c'est aussi d'identifier les types de migration, hein, est-ce qu'on parle de migration interne, de migration forcée, etc. Et d'inclure tout un tas de variables qui nous permettraient de décrire les dimensions thématiques et méthodologiques de la recherche. Et donc, tous ces éléments ensemble nous permettent non seulement de faire des analyses bibliométriques pour décrire la littérature, mais aussi de beaucoup plus facilement naviguer celle-ci. Et l'idée, c'est vraiment de mettre ces données à disposition des chercheurs et du public pour faciliter les travaux de synthèse dans le futur subséquent. Voilà, mais maintenant pour cette présentation, on s'attarde vraiment au cas canadien. On va montrer un petit peu comment on s'est amusé à répertorier la recherche en migration au Canada et à présenter une vue d'ensemble de ce corpus-là pour montrer un peu comment on peut utiliser ces données de façon justement bibliométrique. Alors, nos données, on a essentiellement utilisé la base de données OpenAlex. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande de jeter un coup d'œil. C'est super cool comme base de données. C'est des données qui sont complètement en accès libre. On peut les télécharger sur notre ordinateur si on a l'espace de stockage disponible. Cette base de données répertorie plus de 450 millions de documents scientifiques. C'est essentiellement des articles scientifiques, mais on a aussi des livres, des chapitres de livres, des pré-publications, des thèses, même si les thèses sont sous-représentées. Donc, c'est assez riche. C'est surtout riche en termes de métadonnées disponibles. Donc, on a vraiment de l'information sur les titres, les auteurs, les résumés, mais aussi les réseaux de citations et vraiment bien plus encore. Puis ce qui est surtout intéressant pour nous, vu qu'on vise à être très large dans notre sélection, c'est que c'est aussi une base de données qui est multilingue et qui est certes probablement biaisée, mais moins biaisée que les bases de données propriétaires connues comme Scopus et autres. Voilà. Donc ça, c'est notre base de données primaire. On utilise aussi d'autres données, un peu comme justement Scopus ou autres, pour aller nettoyer certaines variables, parce que OpenAlex a l'avantage d'être très massive, mais aussi d'être moins bien structuré. Donc il y a beaucoup de travail de nettoyage à faire pour utiliser ces données-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a les données, il faut utiliser l'échantillon. Alors comment on a fait? On est parti d'abord d'un premier échantillon enfin, sous-échantillon, on allait identifier l'ensemble des articles publiés dans des journaux ou des revues canadiennes en sciences humaines et sociales. Donc, on avait un total ici de 500 000 articles, au sein desquels on allait identifier les articles qui portent sur les migrations. Donc, on reviendra sur comment est-ce qu'on a fait cette sélection. Donc, ça nous donne un premier échantillon d'articles sur les migrations publiés dans des journaux canadiens. Là-dedans, on a identifié les articles qui portaient spécifiquement sur le Canada. Ensuite, on est allé chercher un deuxième sous-échantillon. On allait sélectionner des articles sur la migration publiés dans des journaux internationaux. Donc, on est allé soit piocher dans certains travaux pilotes qu'on avait fait, soit on est allé sélectionner des revues spécifiquement dédiées aux migrations. Ce qui nous a permis d'identifier donc 25 000 articles à peu près qui traitent des migrations publiées dans des journaux internationaux.
Là-dedans, on allait identifier, disons, la périphérie de ce corpus, de ce sous-échantillon. Donc, on allait chercher vraiment les articles citant et cités par cet échantillon, mais aussi les revues qui étaient le plus souvent citées par ces articles-là. Ce qui nous a donné une sélection de 200 000 articles à peu près, au sein desquels on est aussi allé identifier les articles sur les migrations. Donc là, on a un deuxième sous-échantillon qui est des articles sur les migrations publiés dans des journaux internationaux. Puis là-dedans, on est encore une fois allé identifier ceux qui portent sur le Canada. Mais on ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'on avait cette première sélection d'articles sur les migrations sur le Canada, on est allé lancer une sorte de boucle itérative où on va extraire l'univers cité et citant de cet article. Là-dedans, on identifie encore une fois les articles qui portent sur la migration et sur le Canada, et on répète cette boucle jusqu'à saturation. Donc là, les résultats qu'on va présenter aujourd'hui viennent de vraiment un travail pilote, là où on avait identifié, on avait examiné un total de plus d'1 million d'articles, au sein desquels on en a identifié 151 000 sur les migrations, dont 16 500 qui portaient vraiment sur le Canada. Donc où le Canada est soit un lieu de destination ou d'origine, mais c'est essentiellement un lieu de destination. Puis là, aujourd'hui, on a bonifié cet échantillon, mais on n'a pas mis à jour les résultats. Donc là, c'est vraiment 16 000, disons, notre N pour aujourd'hui. Mais sinon, jusqu'à présent, je pense qu'on a identifié un total de 21 000 articles au Canada. Voilà, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on a sauté d'une étape à l'autre et comment on a procédé à ces étapes de classification. Voilà. On a essentiellement utilisé dans une première étape l'API d'OpenAI, donc on a utilisé de l'IA générative pour aller identifier et classifier les articles qui portent sur la migration ainsi que leur géographie. OK? Donc on a vraiment utilisé un API, là c'est un outil qui nous permet d'accéder à distance au serveur d'OpenAI, hein, donc la compagnie derrière ChatGPT, et qui nous permet d'aller envoyer et de traiter massivement en fait de l'information, et donc de ne pas aller faire du copier-coller un article à la fois, bien évidemment. Ça nous a permis d'aller traiter ce million d'articles en identifiant si, je dis articles, mais c'est vraiment des documents académiques en général, même si c'est essentiellement des articles, donc d'aller identifier si ceci portait oui ou non sur la migration et quel type. On s'est limité à interne, international, les deux, diffus ou pas sur la migration. On est ensuite allé identifier les origines et les destinations étudiées dans ces résumés et titres, si ça peut être identifié dedans. Puis on est allé identifier tout un autre tas de variables contextuelles qui nous aident un peu à analyser cette littérature, justement. Ce qui est important à noter, c'est que cette classification n'est faite que conditionnellement à ce que l'information soit clairement mentionnée ou clairement inférable dans les résumés et les titres pour empêcher que le modèle n'hallucine. Donc on ne classe que lorsque l'info est disponible. Puis derrière ça, on est allé faire beaucoup de validations manuelles où après chaque étape de classification, on tire un échantillon, puis on va s'assurer que tout est correct, puis on a vraiment une précision assez remarquable. Puis là, on parlait d'API d'OpenAI. Ça, c'était vraiment pour le travail pilote. Aujourd'hui, on a vraiment migré l'essentiel de notre travail sur les infrastructures de calcul Québec, donc sur des super ordinateurs auxquels ont accès les chercheurs québécois. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on est vraiment en train d'essayer de s'éloigner de ces options payantes où on doit un peu mobiliser des corporations pour du travail académique. Donc, là, tout se fait vraiment gratuit au sein d'infrastructures québécoises. Voilà, donc juste un exemple. Là, par exemple, on a deux résumés, là en espagnol, là en anglais, où on va aller chercher, où le modèle va automatiquement chercher des mots-clés, des indices qui nous permettent de déduire le type de migration ou les origines et les destinations mentionnées dans ces articles-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impossible à faire en fait avec des approches par mots-clés. Surtout cette question géographique, d'aller identifier des localisations déjà, c'est quelque chose d'assez challengeant parce qu'il y a vraiment tellement de façons et de locutions différentes qui existent pour nommer un même endroit, comme vous le voyez un peu dans les exemples que j'ai mis à l'écran. Le travail devient encore plus challengeant quand on essaye d'intégrer d'autres langues, comme vous le voyez dans l'exemple ici en bas à gauche où j'intègre des articles en arabe, en russe, etc. Et le travail devient quasiment impossible avec des approches par mots-clés si on veut vraiment distinguer des localisations nommées en tant qu'origine ou en tant que destination. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment possible à faire il y a quelques années et que les modèles de langage nous permettent aujourd'hui de faire.
Voilà, alors voilà à quoi ressemble la distribution, disons, temporelle de cet échantillon qu'on a identifié. Donc on remarque ici vraiment on revient à cette explosion de la production scientifique dont je parlais en début de présentation, qui se reflète très bien ici dans ce graphique, qui reprend donc la fréquence enfin, des articles publiés par année au sein de ce corpus que nous avons identifié avec Anna. Donc je te laisse, Anna, reprendre avec un exemple d'article qu'elle a trouvé qui reflète extrêmement bien cette explosion. Exactement. Donc, quand on voulait un peu motiver le besoin pour cette recherche, on a trouvé cet article publié par Leroy Stone il y a quelques années, intitulé What We Know About Migration Within Canada, a Selective Review and Agenda for Future Research. Donc, si vous regardez, essentiellement dans cet article, Leroy Stone fait un appel pour commencer à synthétiser la littérature qui porte sur la migration au Canada, parce que selon lui, il avait déjà une explosion de la production de la littérature, des études sur ce domaine, et il fallait donc commencer à faire une revue de la littérature pour identifier des lacunes et des nouvelles domaines d'opportunités de recherche. Donc, est-ce que si vous voyez cette graphique, vous voyez comme tout ce qui est publié sur la migration à l'international? Et au Canada, vous voyez l'explosion. Et est-ce que vous pouvez un peu essayer de penser quand est-ce que Leroy Stone a publié cet article? Bon, vous n'allez pas le croire, il a publié cet article en 1974. Donc, à peine on arrive à voir une explosion de la recherche, là, c'est trop petit pour voir. Et donc, vous pouvez vous imaginer si à ce moment donné, quand déjà, par exemple, le champ sur la migration interne commençait à grandir au Canada, quand juste on commençait à publier plus sur la migration internationale, à ce moment-là, il parlait déjà d'une explosion et d'un besoin de synthétiser la littérature. Maintenant, ce besoin est plus pressant que jamais. Et donc, car on est allé identifier cette littérature, on est allé identifier la littérature qui portait sur le Canada, il a fallu identifier les pays d'origine, les pays de destination et aussi la portée des articles. Et donc, ça nous a permis de faire un survol à l'international et un peu comparer qu'est-ce que nous étudions dans les études de migration tout d'abord et où est-ce que la recherche se concentre. Donc, ici, on voit l'évolution par thématique à l'international sur toutes les études de migration. Et naturellement, on peut constater qu'évidemment, il y a une concentration sur la recherche qui porte sur la migration internationale dans les études de migration. C'est beaucoup plus étudié que la migration interne. Donc, ici aussi, on voit comme en 1960, 14, Leroy parlait qu'il y avait un besoin d'étudier plus la littérature et plus la migration interne, les dynamiques de migration interne. Et malheureusement, depuis là, on a fait tout le contraire. On a continué à étudier la migration internationale, on oubliait la migration interne, mais ça nous permet de voir comment le champ a évolué à travers le temps. Après, si on se concentre sur les pays de destination étudiés, naturellement, il va y avoir des pays qui sont très étudiés à cause de où se concentrent les chercheurs, les ressources, les institutions. Donc, naturellement, les États-Unis, on a le Canada, on a l'Australie. Ce sont tous des pays plus développés. En Europe, on a le Royaume-Uni et l'Angleterre. Et donc, ce qui est intéressant, est-ce que, par exemple, dans cette carte, on voit presque pas les pays du Golfe. Lorsque, en termes de pays de régions de destination, ils concentrent de flux des immigrants pareil à celle des Allemagnes, par exemple, à celle d'Allemagne. Et aussi, par exemple, l'Afrique est presque effacée dans cette carte et plus ou moins 95, pardon, plus ou moins 80% de tout flux migratoire sont à l'intérieur du continent. Donc, d'un pays africain à l'intérieur du continent. Donc, on peut voir ici comme il y a des régions, des pays qui sont beaucoup plus étudiés et ce n'est pas vraiment un miroir, ça reflète vraiment pas la quantité, les flux numériques. Euh,
Et donc, la même chose arrive quand, par exemple, on voit les pays d'origine étudiés. À nouveau, on voit que la plupart des recherches se concentrent sur le Mexique. C'est naturel à cause de la migration Mexico-États-Unis. On voit aussi l'importance de l'Inde et de la Chine, la migration vers les États-Unis à nouveau. Euh, on voit l'importance de la Turquie, etc., pour l'Europe. Mais par exemple, est-ce que vous me croyez si je vous disais que la Russie a autant des immigrants que la Chine et le Mexique? Mais vous pouvez voir dans cette carte qu'elle est beaucoup moins étudiée que ces autres régions comme pays d'origine. Et donc, cela nous montre que à cause de où se concentre la recherche, il va y avoir des champs d'études qui sont moins étudiés dans la littérature de migration. Euh, donc, maintenant, on se demande la question, oui, on l'a fait à l'international, mais on a identifié ces variables aussi pour le Canada. Donc, où étudions-nous la migration au Canada? Où est-ce qu'elle est concentrée? Donc, tout d'abord, on commence par une analyse géographique. Et évidemment, on voit que la recherche qui porte sur la migration au Canada se concentre dans la province d'Ontario, après le Québec, et aussi en troisième, il y a la Colombie-Britannique. Et on peut aller plus loin, identifier les villes sur lesquelles ces recherches portent. Et donc ici, on voit vraiment la concentration de la recherche sur les régions urbaines métropolitaines de Canada. Donc la plupart des recherches portent sur la région métropolitaine de Toronto. Après, il y a la région métropolitaine de Montréal. Après, il y a Vancouver et des autres villes de mineure taille. Mais on voit vraiment que avec l'importance de la régionalisation de la migration et tout ça, on continue à étudier beaucoup plus les grandes villes que les régions plus rurales au Canada. Et à quoi nous intéressons-nous? Et donc, je, je laisse ici Yacine un peu vous expliquer à quoi est-ce qu'on s'intéresse et qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ces projets vraiment. Merci Ada. Donc, ouais, donc là, on a exploré bon, le volet plus géographique, mais c'est ça. Souvent, quand on fait de l'analyse bibliométrique, une des questions importantes, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les thématiques de recherche principales abordées au sein d'un corpus ou d'un champ spécifique. Et donc, on a essayé de faire l'exercice. Ici, très rapidement, je refais un petit peu de méthodologie, mais on va passer assez vite. Mais on a utilisé la suite Bertopic, qui est un peu un nouveau gold standard, si je me permets l'anglicisme, pour faire de la représentation sémantique, puis essayer vraiment de faire de la détection de thèmes au sein de grands corpus de données textuelles. Et donc, c'est encore un outil basé sur des modèles de langage, mais là, on n'est pas vraiment dans de l'IA générative, on est plutôt dans disons, l'usage de ce qu'il y a derrière les modèles d'IA générative, mais simplement pour essayer de nous aider à numériser des données textuelles et de nous permettre de mieux comprendre comment elles se regroupent ou comment deux textes se ressemblent ou non. Donc, très rapidement, j'explique ça en 2 minutes, puis on passe au résultat. L'idée, c'est de commencer donc avec notre corpus, hein, qui est constitué de, dans ce cas-ci, 16 500 titres et résumés. On prend cet ensemble de textes et on le nourrit dans ce qu'on appelle un embedding model. En français, je pense que c'est des modèles de plongement qui sont peut-être un petit peu la boîte noire dans toute cette approche. Et donc, ce modèle a été pré-entraîné pour mesurer la proximité sémantique entre du texte. Mais ce que ce modèle nous permet de faire, c'est vraiment de transformer nos données textuelles en, pour chaque texte, un vecteur numérique de 384 variables qui finalement sont une représentation quantitative du sens contenu dans ce texte-là. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on est capable de traiter ces données quantitativement, sauf que 384 variables, c'est vraiment beaucoup pour utiliser des approches statistiques. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on utilise des outils classiques pour réduire l'information contenue dans ces 384 variables en 5 variables. Une fois qu'on a ça, ben, on peut utiliser des outils plus classiques pour identifier les clusters, hein, donc les regroupements de textes qui se ressemblent plus que d'autres, disons. Et une fois qu'on a ça, on répète l'étape de réduction de variables sur les 5 variables pour cette fois-ci ne plus avoir que 2 variables. Pourquoi 2 variables? Ben, c'est un espace orthogonal, ce qui nous aide à beaucoup plus facilement visualiser cette information.
Donc, une fois qu'on a nos deux variables, ben, on est capable de placer, disons, nos textes et nos clusters dessus pour beaucoup plus facilement les visualiser. Puis là, on a une dernière étape où on va juste aller utiliser des approches très classiques de mots-clés cette fois-ci pour aller automatiquement générer, disons, des liblés qui nous permettent de décrire le mieux possible le contenu de ces clusters-là, qu'on est ensuite allé affiner à la main avec Anna pour avoir quelque chose de bien représentatif. Voilà, donc ça nous donne à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Donc voici notre espace orthogonal. Chacun des points représente un document de notre échantillon. Les couleurs ici représentent les clusters identifiés. Euh, et donc, on peut venir et coller là-dessus les étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous donne vraiment cet espace sémantique qui nous permet de faire du sens ou donner du sens, disons, à tout ce corpus sur la production académique, sur les migrations internationales au Canada. Donc la première chose que vous remarquerez, c'est que ce graphique ressemble très bizarrement à la carte de la France. Ça me choque à chaque fois que je le regarde. Mais mis à part ça, ben, on peut vraiment aller s'amuser à regarder qu'est-ce qui se passe dans différents secteurs de cette carte. Donc là, par exemple, ici, si on y va très vite, on peut remarquer en haut vers la droite qu'on a vraiment tous les clusters qui sont plus liés aux questions de santé des immigrants. Ici, le plus gros cluster représente la question de l'asile et des réfugiés. Pas loin, on a des questions de violence basée sur le genre, la question des populations réfugiées queer. On a un petit cluster ici de Covid. En bas, à gauche, vous avez les questions plus économiques. Comme par exemple sur les questions d'intégration sur le marché du travail, on a les questions de migration temporaire et saisonnière ici. Vers le centre, on se retrouve beaucoup plus vers des questions de politique, de gouvernance et de citoyenneté. Un peu en bas ici, on a plutôt les clusters liés à l'éducation et aux questions linguistiques aussi. Puis là, vers la droite, vous avez quelques clusters plus liés au peuplement, disons, du territoire et à des questions beaucoup plus historiques. Voilà, donc on pourrait passer vraiment beaucoup de temps à parler de ce graphique, mais il faut quand même qu'on avance. Donc je vais laisser Anna continuer un peu à superposer de l'information sur ce graphique et pour nous encore mieux décrire, disons, le contenu de cette littérature. Exactement. Donc maintenant, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les informations qu'on a récoltées de ces articles et comment on peut superposer sur cette carte thématique. Donc, à cause du temps, je vais vous expliquer un peu plus vite tout ce qu'on a trouvé dans ces analyses, mais vous pouvez vraiment nous poser des questions. On serait ravis de retourner à ces graphiques pendant les questions. Donc, dans cette première graphique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble de notre corpus, on l'a divisé en décennies et donc on a vraiment pris j'oublie, le centroïde, euh, le centroïde qui est vraiment euh, sémantique de chaque décennie, d'accord? Qui était la moyenne sémantique pour chaque décennie. Et donc, on a mappé ça sur notre carte et donc on voit d'une certaine façon le glissement sématique de les recherches sur la migration au Canada pendant les dernières 75 années, d'accord? Donc, naturellement, on voit qu'en 1950, on était plus du côté, par exemple, de l'établissement de français au Canada. Et plus on s'éloigne, plus on va vers 2020-2025, on est plus du côté de réfugiés, installation, bien-être des réfugiés, santé mentale, etc. Donc, ça, c'est quelque chose mais, qu'on peut faire, mais une autre façon de regarder ça, ça serait d'essayer d'identifier, OK, quels sont les champs les plus nouveaux où il y a de la recherche qui émerge, où on peut faire des contributions. Donc, en deuxième lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les articles publiés à l'intérieur d'un cluster thématique et on a vu le pourcentage qui était publié dans les dernières 10 années pour identifier d'une façon les clusters plus récents, plus nouveaux. Et donc, ici, on voit, par exemple, il identifie de manière immédiate que, par exemple, tout ce qui porte sur la migration internationale, les étudiants internationaux, c'est vraiment une cluster émergente. Naturellement, le Canada vieillise et on voit aussi qu'il y a toute une littérature qui a commencé à fleurir liée aux soins de santé des personnes âgées. Et on peut y voir d'une façon pareille, bon,
insécurité alimentaire, etc. Par contre, on identifie des clusters qui étaient plus stables dans le temps, par exemple tout ce qui est à nouveau établissement des Français au Canada, dynamique d'établissement, tout ce qui est politique, aussi tout ce qui est accès à la citoyenneté, etc. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu quels sont les champs où on travaille le plus maintenant. Après, une autre question qu'on avait, c'est si les jeunes chercheurs vraiment arrivent à identifier ces lacunes et essayer de faire leur apportation scientifique dans ces domaines. Et donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les articles, on a pris les auteurs et on a vu pour les auteurs, on a classé comme jeunes chercheurs aux auteurs qui ont publié 75% de leurs recherches dans les dernières 5 ans. Et donc, c'était une façon juste arbitraire de dire est-ce que les personnes qui publient plus récemment, et la plupart de leurs recherches plus récemment, est-ce qu'ils contribuent à ces clusters émergents qu'on a identifiés? Et notre réponse est oui, c'est intéressant, assez intéressant. Par exemple, on voit qu'il y a ici un cluster de gens chercheurs qui travaillent sur la thématique des immigrants, des étudiants internationaux. On voit pareil pour le COVID. On identifie par exemple ici où on ne peut pas vraiment libeller, mais ça veut dire peut-être qu'ils travaillent dans un nouveau domaine. Il y a aussi beaucoup sur l'insécurité alimentaire, etc. Donc, oui, on voit un peu qu'il y a cette tendance à travailler sur des thématiques qui sont plus nouvelles. Euh, et on continue à faire des croisements pour voir, OK, est-ce qu'il y a des articles qui portent sur des sujets, des questions plus intéressantes à l'international ou sur des sujets plus contextuels. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris aussi tous les articles publiés à l'intérieur d'un cluster thématique et on a classé par le pourcentage des articles qui sont publiés dans des revues internationales réputées. Et donc, on voit qu'il va y avoir des thématiques qui sont plus intéressantes à l'international. Quelque chose à mentionner ici, c'est que par exemple, le Canada est très bien connu pour avoir des bases de données exhaustives sur les immigrants. On a des bases de données administratives sur les impôts. On peut suivre les immigrants à travers le temps et donc naturellement, il y a beaucoup de questions sur l'intégration et les résultats dans le marché du travail des immigrants qui peuvent être répondues avec les données canadiennes. Donc, c'est pas surprenant que beaucoup des questions qui portent sur l'intégration économique, etc., d'immigration sont publiées sur des journaux internationaux réputés. Et on voit par contre qu'il y a certaines thématiques qui sont vraiment très contextuelles, qui sont publiées dans des journaux nationaux, par exemple, à nouveau, tout ce qui est établissement des Français. On a après certains articles sur santé, etc., qui sont plutôt d'intérêt national. Euh, donc, jusqu'ici, on a vu où est-ce qu'ils sont publiés. Après, on a fait un petit exercice empirique qu'on n'a pas tellement validé, mais on trouve que c'est intéressant. Donc, Jacine, si on peut passer à la prochaine diapositive. Euh, Ici, c'est la prochaine diapositive. Excellent. Ici, donc, on s'intéresse à voir si, à ce moment donné, on voit qu'il y a comme une augmentation du nationalisme dans le monde. De plus en plus, les recherches qui portent sur l'immigration s'intéressent à l'impact des immigrants dans la société d'accueil. Et on a laissé un peu du côté le bien-être des immigrants. Et donc, on voulait voir si on voyait cette dualité par thématique et donc, c'était intéressant de voir que oui, il y a des thématiques qui portent beaucoup plus sur les effets des immigrants sur la société d'accueil. Par exemple, les articles sur le multiculturalisme, ici vous voyez en orange au milieu de la carte. Aussi, tout ce qui est migration urbaine-rurale. Euh, Par contre, il va y avoir des thématiques qui portent beaucoup plus sur le bien-être des immigrants, par exemple tout ce qui est santé, tout ce qui est réinstallation des réfugiés, etc. Et une chose qui nous a permis un peu aussi de comprendre notre carte, c'est que si on voit du côté gauche bas, on voyait qu'il y avait deux clusters qui avaient des labels qui étaient vraiment similaires. Donc, l'un parlait de l'agriculture saisonnière
l'autre de la migration temporaire. Et donc, on se demandait pourquoi est-ce qu'on avait identifié ces deux clusters comme différents, tant qu'ils parlaient des choses qui étaient sémantiquement près de l'un de l'autre. Et donc ici, on arrive à comprendre pourquoi. C'est parce que le premier cluster est plus en vert parle vraiment des, par exemple, le bien-être des travailleurs saisonniers, leurs droits, euh, est-ce que leurs droits sont respectés, leurs conditions de travail, etc. Par rapport à l'autre cluster qu'on voit plus en jeunes, que essentiellement parle, par exemple, de la migration temporaire et leur effet, par exemple, sur les salaires des natifs, etc. au Canada. Donc, on voit un peu pourquoi ces deux champs sont distincts. Et donc, jusqu'ici, on a parlé vraiment de l'approche sémantique. On avait une dernière graphique qui montrait un peu pour l'Ontario et le Québec, est-ce qu'on se concentre sur certaines thématiques? Et oui, on voit que c'est le cas. Donc, le Québec, tout ce qui est un nouveau établissement de français, c'est plus étudié. Aussi, la migration internationale, etc. En Ontario, on voit des autres clusters qui sont plus populaires pour dire un mot. On voit par exemple surtout tout ce qui est santé mentale, etc. Ça se peut que ce soit un chercheur qui a publié beaucoup dans ce domaine, donc on voit ces différences. Et donc, jusqu'ici, on a parlé vraiment de la proximité sémantique. Maintenant, je vais laisser à Yacine expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données qui va un peu plus loin juste de la portée des articles. Oui, alors je vais aller rapidement ici, puisqu'on approche la fin du temps, mais juste rapidement, parce que c'est quand même intéressant à regarder. Donc, comme disait Anna, là, tantôt on se concentrait sur la proximité sémantique, une autre façon de visualiser ces résultats, c'est de prendre les clusters et de regarder avec quelle intensité ils se citent entre eux. Donc là, on a un réseau qui reprend finalement, enfin, les flèches représentent à quel point deux clusters se citent plus que ce qui ne serait observé dans un scénario random, au hasard, disons. Et donc, ce qui nous donne finalement ici, plutôt que la proximité sémantique, ça nous donne la proximité intellectuelle entre des clusters, ce qui revient souvent à la même information, mais pas toujours, et ce qui peut nous donner finalement de venir complémenter ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, on va malheureusement pas trop s'attarder à ces résultats-ci, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce réseau. On peut aussi aller s'amuser et superposer encore une fois de l'information sur ce réseau. Donc là, par exemple, on a ajouté de l'info sur la proportion d'articles contenus dans chaque cluster qui adopte plutôt des approches qualitatives, quantitatives ou bien mixtes. Et donc là, en quelques mots, qu'est-ce qu'on remarque? Que les Migration Studies au Canada semblent être un champ disciplinaire plutôt qualitatif. L'essentiel des clusters sont majoritairement quali, à l'exception de choses plus ou moins évidentes comme le cluster sur l'intégration économique et les outcomes du market outcomes. Bref, la performance sur le marché, disons. Certaines questions de santé qui sont abordées de façon plus quanti, mais globalement, on voit plus de roses, disons, dans ce graphique que de vert. Voilà. Maintenant, une dernière série de résultats, puis on a fini, mais ça, c'est quand même assez amusant à regarder. C'est que une fois qu'on a cette carte sémantique, on est capable d'aller vraiment identifier quels chercheurs se trouvent où sur cette carte. Et donc là, par exemple, on est allé identifier les publications des membres de l'ERICA au sein de cette carte. Et vous avez le gros carré rouge qui représente le centroïde de toute ces publications. Donc, c'est un peu la position moyenne de l'ERICA sur cette carte. Donc là, on voit qu'on est essentiellement autour de questions plus de gouvernance, de politique, de citoyenneté, un peu d'intégration et quelques publications ici sur les questions de réfugiés, de migration temporaire et saisonnière et de Covid. Donc voilà, et puis on peut venir superposer d'autres groupes de recherche. Donc là, par exemple, on ajoute StatCan qui se situe plutôt autour des questions de santé, questions économiques, donc peut-être des questions un peu plus nationales, si je peux me permettre. Puis on a aussi ajouté CRS, là, qui est le Center for Refugee Studies, qui se retrouve, sans surprise, essentiellement autour du cluster sur les réfugiés et les demandeurs d'asile, ce qui montre quand même que ça marche, notre truc ici. Voilà, donc, et puis une dernière chose, c'est une fois qu'on a identifié des groupes de recherche, on peut aller s'amuser à regarder avec quelle intensité est-ce que différents groupes de recherche collaborent entre eux, puis c'est ce qu'on a fait ici dans ce réseau. Et donc très rapidement, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'il y a un cœur collaboratif ici, essentiellement autour de l'ERICA, du RQ3I et de la chaire de recherche de Daniel Bélanger à Laval. Avec un lien aussi avec le Bridging Divide, qui est un peu un des nouveaux gros regroupements de recherche, mais plutôt anglophone. Donc, il serait un peu l'équivalent du RQ3I, mais à l'international. Là, je schématise un peu. Mais voilà, donc ça nous donne un petit peu une vision de où se situe l'essentiel des collaborations et quels groupes sont un petit peu plus en périphérie.
Voilà, et donc juste pour très rapidement clore, parce qu'on on approche la fin du temps alloué, donc bon, si on en revient un peu à ce qu'on disait au début, là, on est quand même dans un moment assez critique en études des migrations, où, comme on l'a bien montré, on constate une explosion de la production scientifique, mais qu'à côté de ça, on se questionne vraiment sur à quoi sert toute cette production, pourquoi est-ce que beaucoup des propos des chercheurs finalement n'ont peu ou pas d'impact des fois sur les politiques publiques. Ce qui fait ouais, voilà, qu'on s'interroge beaucoup un petit peu collectivement sur ce qu'on fait. Puis ces questionnements, ils ne sont pas uniquement propres aux Migration Studies. On s'inquiète vraiment sur cette inflation, disons, du nombre de publications au niveau mondial. Euh, mais donc voilà, on pense que ces outils, sans offrir une réponse parfaite, peuvent au moins nous aider à faire un petit peu de sens de tout ça, sans se laisser complètement, disons, intimider par ce qui arrive année après année, surtout en tant que jeune chercheur des fois. Euh, voilà, à toi, Anne, si tu veux Oui, clore. donc on voulait juste conclure, on se demandait cette question au début de la présentation, et donc est-ce que les approches bibliométriques combinées avec les outils plus technologiques comme l'IA peut nous aider à vraiment surmonter certains de ces biais. Et donc, on se répond oui pour certains. Donc, en termes de préférence linguistique, évidemment, popularité académique aussi. Après, les biais de moteur, ça va dépendre. Les outils LLM peuvent aussi être biaisés. Euh, les chercheurs peuvent toujours avoir des jugements subjectifs. Et donc, on conclut par dire ces outils ne sont pas vraiment l'idée, c'est pas de substituer les autres, les revues de la littérature, les approches de revues systématiques, etc. Au contraire, ce sont des outils complémentaires. Et si on fait si on conduit de l'analyse bibliométrique d'une façon bien conduite, on pense vraiment que ça peut offrir une alternative juste, transparente et reproducible. Et donc, c'est ça qu'on aimerait vraiment faire. Et donc, plus à l'avenir, on se demande qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet. Donc, tout d'abord, on aimerait mettre à jour notre corpus. Comme Jacinthe vous a mentionné, on a déjà incorporé des autres articles et on l'élargit chaque fois avec les publications de nouveaux articles, mais aussi on essaye de grandir vraiment tout ce qui est repérer. Après, on aimerait offrir comme un outil de visualisation interactive qui démocratise toute cette information pour les jeunes chercheurs et évidemment construire un observatoire de recherche sur la migration. Et donc, finalement, notre idée, c'est aussi d'incorporer des autres types de corpus, donc pas seulement des articles académiques, mais aussi, par exemple, des brefs politiques, des articles médiatiques, aussi pour comprendre et voir comment est-ce que les académiques parlent du côté plus pratique, plus de l'implémentation de politiques publiques, et voir si les politiques publiques sont à la fois bien informées du côté académique. Et donc, oui, ce sont vraiment nos objectifs plus au long terme. Donc, merci beaucoup pour votre attention et toutes vos questions sont bienvenues. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. C'est impressionnant de voir ça. On a quelques minutes. Alors, c'est le plaisir de modérer et de présider un webinaire. Si je peux poser toutes les questions que je veux. Ma première question, c'est un peu de savoir comment vous avez eu cette idée ou pourquoi vous avez voulu faire ça. Puis surtout de vous demander à chacun, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les résultats que vous avez eus ou dans ce travail finalement? Si vous pouviez partager avec nous parce que c'est gigantesque là, mais c'est intéressant pour nous de savoir, bah, vous connaissez les méthodes, vous aviez peut-être des a priori, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris et puis pourquoi avoir voulu faire ça au départ? Je peux commencer, mais moi, une partie enfin, une des grosses motivations à vouloir voulu faire ça, c'était vraiment, en fait, pendant ma thèse de doctorat qui portait sur des migrations internes en Afrique, en faisant de la revue de littérature, je constatais que vraiment, j'étais en train de tout le temps citer des trucs qui avaient été faits aux États-Unis, qui avaient été faits généralement dans des pays des Nord, et donc
Moi, je me suis dit, bah, attends, c'est pas normal. Est-ce qu'il y aurait vraiment une façon de beaucoup plus systématiquement avoir une vue sur l'entièreté de la littérature et juste pouvoir avoir une réponse claire, disons, sur à quoi ressemble l'état de nos connaissances et puis comment est-ce que différentes portions de cette littérature communiquent entre elles. Puis bon, tranquillement, les choses continuent à bouger vers cette direction. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Anna. Oui, pour moi, c'était très similaire. Je travaillais sur un article de la migration de retour. J'avais envoyé cet article déjà à révision. Et donc, on m'a posé la question, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on a? Et tout à coup, j'identifiais une grande littérature en espagnol qui vraiment parlait de toutes sortes de barrières que les migrants de retour font face. Et je voyais que cette littérature était très peu connue à l'international. Et donc ça, à la fois, ça m'a mis à penser. Donc quand Jacine m'a approché avec cette idée de projet, j'ai pensé, bon, c'est pertinente, c'est vraiment pertinente, surtout pour les jeunes chercheurs qui veulent faire une contribution. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les résultats? La Ça, quantité de publications qui existent, c'est là, on est dans l'extension, enfin, de l'échantillon international, mais on est à pas loin de 160 000 documents ça c'est à l'échelle globale, là, documents sur la migration. Et là, on souhaite aussi intégrer des prépublications, des thèses et autres. Et je pense qu'on aura intégré tout ça, ça va être assez hallucinant de constater tout le savoir qu'on a à disposition, une grosse partie de ce savoir on est vraiment dans le truc de l'iceberg, là, qui est pas du tout cité. Enfin, c'est assez hallucinant. Et moi, si je permets d'ajouter une petite chose, dans la carte où on voit la méthodologie utilisée dans la plupart des clusters sémantiques, on voit que les méthodes mixtes sont rarement utilisées. C'est plutôt tout quantitatif ou tout qualitatif. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une champ d'opportunité pour que les deux se parlent l'une à l'autre et faire des contributions qui ont un peu des deux, un peu de l'analyse quantitative et qualitative. Super, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que là, moi, je vois la liste des gens là qui nous suivent, mais il y en aura d'autres qui nous regarderont après. Mais je vois à la fois des chercheurs ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le champ là, puis ils ont des méthodes de fonctionnement qui étaient pas pareilles ou ils ont peut-être que, bon, même si dans votre graphique on voit que ça fait plus longtemps là qu'il y a l'explosion, mais disons que c'est tellement encore plus grand. Vous disiez là, ça s'est fait par 10 fois. Mais il y a aussi des étudiants puis qui commencent, qui sont des chercheurs, qui apprennent. Puis c'est quoi votre conseil là? Parce que même moi, je me sens un peu perdue parfois de leur dire comment, tu sais, on avait une façon, on m'a enseigné une façon de faire un état de l'art ou une revue de la littérature. Puis là, je vois beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, sur l'impact de l'IAG, des gens qui disent, ah bah, avec l'intelligence artificielle générative, on fera plus d'état de la littérature, oublie ça, ils font ça plus vite, mieux que nous. Puis, qu'est-ce qu'on doit apprendre ou comment réfléchir à ça? Puis, comme vous avez le nez dans les données, peut-être que méthodologiquement, vous avez aussi une contribution à cette discussion. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pensé ou comment vous voyez l'évolution? Parce que là, on la voit, c'est exponentiel. Ça veut aussi dire que dans 5 ans, dans 10 ans, les étudiants que nous, on forme en tant que prof, tout va changer. Puis, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Oui, non, absolument, Catherine. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus cette tendance pour faire l'analyse transparente, donc pour dire, OK, ça c'est les méthodes qu'on a utilisées, ça ce sont les données, voilà notre code, etc. Mais jamais on voit le même approche avec la revue de la littérature. Donc jamais on dit, bon, ça ce sont les pas qu'on a fait pour identifier tout ce qui était publié dans ce domaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces articles, à voir l'ensemble de la littérature, établir quels sont les résultats. Et on ne va pas rentrer dans les détails de combien aussi il y a comme tout ce qui est publié est aussi biaisé à cause de qu'on appelle en anglais p-hacking, de trouver des résultats positifs, le fait de qu'on doit, comme professeur, comme chercheur, publier beaucoup. Donc, parfois, les questions de recherche qui prennent plus de temps sont ignorées et on essaye de répondre juste des choses qu'on peut répondre avec un article qui est publiable dans un année, etc. Et donc, c'est intéressant parce que moi, je pense que nous avons une responsabilité pour faire de la bonne recherche et aussi de la faire transparente. Et donc, avec la bibliométrie, avec ces outils, une des avantages, c'est que on peut avoir le code et ça peut être tout reproducible. Donc, on peut arriver aussi à le même niveau de transparence de ce que maintenant est exigé maintenant pour tout ce qui est méthodologie, code, etc.
Je ne sais pas, Yacine, si tu as des autres points à ajouter, mais... Ouais, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, mais je pense que c'est ça pour l'instant. En tout cas, ces outils sont vachement pratiques pour bien faire le repérage, comme on l'a un peu montré aujourd'hui. Puis ça, c'est un peu comme tu disais, là, il y a même les revues systématiques qui, en théorie, sont supposées être reproductibles. Il y a plein de travaux qui essaient d'en répliquer certaines, puis en fait, ça marche pas du tout. Alors là, ça nous donne un... en fait, en intégrant bibliométrie et approche plus classique, je pense qu'on peut vraiment développer l'approche mixte en synthèse des connaissances où les deux peuvent se compléter très bien. Et donc, à date, moi, je n'oserais pas parler encore de remplacer complètement la synthèse par de l'IA. Je pense que ça se complémente bien, mais on n'est peut-être pas à ce stade-là, ou peut-être que si. Ça avance tellement vite, en fait, que c'est très dur. Et là, on peut annoncer un truc, mais dans 6 mois, on sera complètement ailleurs. Mhm. Mais pour l'instant, nous, on mise plutôt sur le côté complémentaire, donc repérage massif, nous aider à naviguer et cibler ce qui nous intéresse pour ensuite faire une réflexion et une lecture plus critique de la littérature, parce que ça, c'est pour l'instant, je pense c'est pas remplaçable. Mhm. Super, on a une petite question, je vais terminer là-dessus. Le temps est presque fini, mais on a une question dans la boîte à questions, la boîte de discussion. Puis c'est une question un peu sur justement quelque chose que vous avez un peu abordé, mais donc on a le point de vue des recherches sur quoi on travaille, les clusters, mais on voit que ça correspond pas tout à fait au focus des politiques publiques qui sont adoptées. Enfin, il y a des mismatchs, il y a des choses qui correspondent pas. Puis est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez dire à la fin quand vous avez dit que votre but, c'est peut-être d'incorporer d'autres données? Parce que est-ce que ça nous permettrait de voir ça justement, s'il y a une concordance entre ce qu'on étudie et ce qu'on fait ou l'impact des recherches en tant que tel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Ouais, carrément. Là, en fait, c'est ça. Ça, ce serait une question vraiment qu'on souhaiterait exploser dans le futur. Et il y a de plus en plus de bases de données qui font un petit peu ce que fait OpenAlex, mais pour les politiques publiques. Il y a des trucs comme Overton, si vous connaissez, Oui. Dimensions, qui est plutôt Mhm. entre les deux. Et en fait, donc c'est des bases de données qui non seulement répertorient les documents de politique publique et autres et officiels, mais en essayant d'identifier les références faites envers des documents scientifiques à l'intérieur de ces documents. Donc là, du coup, on est vraiment capable d'aller voir à quel point il y a de la communication entre les deux. Mais donc, Nicole, pas de réponse immédiate pour toi, mais ça serait vraiment quelque chose qu'on voudrait voir dans le futur, sauf si Anna a peut-être une réponse plus... Ah, c'est exactement ça. Moi, je m'intéresse toujours aux politiques publiques et c'est dommage que la plupart des articles, parfois, n'arrivent jamais à avoir des conséquences pratiques sur le champ de politique publique. Et donc, c'est exactement ça, essayer de voir s'il y a vraiment aussi de la distance entre ces deux types de publications. Super, Puis merci un beaucoup. dernier mot, si je me permets, Oui, mais oui, là, on Yacine, on parlait... sait que Donc, tu aimes ce qui- parler, alors. Voilà, ça arrête plus. Non, mais en fait, on est aussi curieux de voir comment les thèses de doctorat vont s'insérer là-dedans, Mhm. parce que je pense que là encore, on est dans un univers un peu à part où les étudiants peut-être se laissent plus aller par ce qui les intéresse vraiment. Il y a peut-être un petit peu moins cette pression de financement, même si c'est de moins en moins vrai, je pense. Donc, je pense qu'on sera aussi capable de voir des choses très intéressantes en regardant ce qui se passe là. Super. Ben, on a beaucoup de perspectives et de chantiers à venir. Bravo Anna et Yacine pour cette recherche. Vous l'avez dit, là, vous avez partagé vos courriels, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'ERICA pour en savoir plus justement sur vos profils, sur ces projets. On va continuer à évidemment donner de l'écho à ça. Puis je peux partager une dernière bonne nouvelle, puisque j'ai déjà dit deux scoops. Troisième scoop, c'est que Yacine et Anna ont reçu justement un nouveau financement du FRQ et du MIFI dans le cadre d'une action concertée pour développer encore plus ce projet. Donc, je vous souhaite bonne continuation, bonne chance et merci à tout le monde vraiment d'avoir été présent, d'avoir suivi ce webinaire malgré le verglas ou après le verglas. Après, on verra comment ça va évoluer. Et à bientôt pour d'autres activités de l'ERICA. N'hésitez pas à nous suivre sur l'infolette, les réseaux sociaux, à nous écrire. On aime avoir de vos nouvelles en tant que telles. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée. Merci, Catherine. Bonne journée.